Bonjour à tous. Ah, là, ça marche. Donc effectivement, moi, je suis une généticienne. Donc on travaille depuis plus de 15 ans avec Frédéric, hein, avec cette approche multidisciplinaire, cardiologue généticien, pour effectivement traiter et diagnostiquer surtout les maladies rythmiques héréditaires, entre autres. Donc moi, je vais vous parler un petit peu des bases génétiques pour vous expliquer justement en quoi, comment ça marche à peu près, et qu'est-ce qu'on fait au niveau de la génétique. Donc, chaque être humain est composé de 70 000 milliards de cellules, et c'est dans chacune de ces cellules qu'il y a un noyau, et dans ce noyau, il y a des chromosomes qui sont le support de l'information génétique. Donc, vous voyez en haut, on a effectivement des paires de chromosomes. Donc, on a tous nos chromosomes en 2 exemplaires. On a 22 paires de chromosomes qui ne sont pas les chromosomes sexuels, qu'on appelle les autosomes, et une paire de chromosomes sexuels qui détermine le sexe. Sur ces chromosomes, ils sont composés d'ADN, d'accord, d'une molécule d'ADN, et vous voyez que des portions d'ADN, des portions d'ADN peuvent vous donner, sont donc les gènes qui sont sur ces chromosomes. Vous voyez tout en haut à droite. Et voilà, quand on déroule les listes d'ADN, on a des bases, et c'est ça qu'on va étudier pour les maladies génétiques. Donc la maladie génétique, il y a 2 sortes de maladies génétiques pour vous dire, mais ici, pour ce qui est des maladies rythmiques, on est sur des anomalies de gènes. Sinon, on peut avoir des anomalies de chromosomes. Par exemple, c'est ce qu'on a dans les trisomies, comme la trisomie 21. Donc là, on a le nombre des chromosomes, la structure des chromosomes qui vont être différents. Et sinon, une maladie génique, donc c'est une anomalie qui survient sur un gène, donc qui est sur ces chromosomes, d'accord, mais on a zoomé vraiment sur le chromosome pour arriver au gène. Donc le principe, voilà, le gène, c'est cette portion de chromosome. Donc elle est formée d'une succession de 4 lettres, A, T, C, G. C'est ça qu'on va séquencer, qu'on va lire quand on va faire le diagnostic d'une maladie génique. D'accord? Et donc les bases, c'est l'alphabet, A, T, C, G. Et le gène, finalement, c'est le mot. D'accord? Et donc vous avez la situation normale en haut, vous voyez à gauche. Le gène est normal, donc il est composé d'exons, c'est ce qui sont les parties codantes de son programme. Il va coder pour une protéine, vous voyez, en vert, qui, quand il n'y a pas d'anomalie sur le gène, la protéine est normale, tout fonctionne bien. Que ça soit une protéine, comme on a entendu, un canal sodique, par exemple, dans le Brugada, ou toute autre protéine. Et puis, dans la situation à droite, vous voyez, s'il y a une mutation, si le gène est muté, vous allez voir que c'est pas un mot qu'on emploie, c'est pas un très joli mot, mais disons quand il y a une anomalie, puis on l'emploie de moins en moins, sur le gène, eh bien, ça entraîne une protéine qui, elle, est anormale. Donc, sa fonction est anormale, et donc ça peut entraîner la maladie génétique. Donc, soit une absence de fonction, soit une fonction anormale. Et alors oui, on a donc des variants qui sont de signification inconnue, où on n'est pas sûr effectivement que ce soit une mutation, une anomalie vraiment sur le gène. Donc ça, c'est ce qui nous occupe beaucoup. Et effectivement, un variant, donc c'est une version de ce gène dont on a, qui, quand on a remplacé une lettre de l'alphabet, peut donner donc cette maladie, mais parfois ça ne donne rien du tout. Donc on a tous beaucoup de variants dans notre génome, ce qu'on appelle des polymorphismes, qui fait qu'on est grand, petit, brun, blond. Donc, et certains de ces variants, en revanche, mènent à une maladie. Et le remplacement d'une lettre, vous voyez, peut avoir un impact sur la fonction de la protéine, et parfois non. Donc, par exemple, on donne cet exemple, vous voyez, d'une faute d'orthographe qui peut changer le sens du mot ou pas. Donc, vous voyez, vous avez par exemple une faute qui va vous transformer famille en famine ou en facile. Donc là, vraiment, il y a un changement de la signification du mot. Donc, ça serait plutôt le variant type mutation, l'anomalie. En revanche, si vous avez famille écrite de différentes manières, vous voyez, avec certes une faute d'orthographe, mais finalement, vous entendez le même sens dans le mot, eh bien là, c'est plutôt ce qu'on appelle un variant polymorphique, quelque chose qui ne donnerait pas de maladie. Donc c'est tout l'enjeu pour nous, d'aller essayer d'interpréter qu'est-ce qui est un variant polymorphique et qu'est-ce qui est un variant pathogène, comme on dit. Et donc on les classe en 5 classes. On peut voir ça sur les comptes rendus génétiques. Parfois c'est difficile à comprendre, mais c'est ce qu'on vous explique. Donc les variants de classe ou de niveau 1, 2 n'ont pas de conséquences, c'est des polymorphismes. Ceux du type 3, c'est des variants qu'on ne sait pas encore interpréter en l'état actuel des connaissances. Et les variants de classe 4 ou 5, niveau 4 ou 5, sont probablement responsables, probablement pathogènes ou pathogènes. Donc voilà, il faut savoir aussi que
effectivement, à l'instant T où on fait votre test génétique, on n'a pas forcément cette interprétation-là. Bon, la plupart du temps, oui, mais c'est vrai que les connaissances progressent encore. Et malgré cette approche qui date de plusieurs dizaines, enfin au moins d'une dizaine d'années, c'est vrai qu'on a encore des incertitudes. En ce qui concerne la transmission, vous voyez, je vous ai décrit là 2 types de transmission. La transmission autosomique dominante, donc c'est le cas effectivement pour le syndrome de Brugada, la plupart des syndromes du QT long. Il y a effectivement un des parents qui est porteur. Vous voyez là, c'est le père à gauche qui est en blanc et qui lui est porteur sur une des copies de son gène d'un variant, d'une mutation. Et donc, il exprime la maladie, il est malade. La maman, non, puisque c'est une maladie rare, encore une fois, donc il y a peu de chances que les 2 parents soient atteints. Et puis, le risque de transmettre, c'est un risque de 50%, parce que le papa peut transmettre soit la copie du gène avec la mutation, soit la copie du gène sans la mutation. Et puis la maman, elle transmet l'une ou l'autre des copies de son gène sans mutation. Donc ça fait 50% des enfants qui seront porteurs de cette mutation, qu'ils soient garçons ou filles, puisque c'est pas porté par les chromosomes sexuels, donc c'est les chromosomes dits autosomes. Et donc 50%. En revanche, donc le risque génétique est assez important. En revanche, le risque d'exprimer la maladie est plus faible dans ces maladies autosomiques dominantes, parce que souvent, il y a ce qu'on appelle une pénétrance incomplète. Une pénétrance incomplète, ça veut dire qu'on est porteur quand même du gène muté, mais on n'exprime pas du tout la maladie. Et l'expressivité variable, on est porteur du gène muté et on exprime la maladie, mais de manière plus ou moins précoce ou sévère, différemment au sein d'une même famille avec la même mutation. Ça s'exprime différemment. Donc ça, c'est important à savoir, puisqu'effectivement, c'est pas parce que l'examen cardiologique est normal à un instant T qu'on est sûr de ne pas être porteur. Donc c'est pour ça qu'on va jusqu'à la prise de sang, au test génétique. Et ça fait une transmission qui est plutôt verticale, comme vous voyez là, les individus sur l'arbre généalogique en noir, c'est ceux qui sont porteurs et atteints de la maladie. Donc on parle plutôt d'une transmission verticale quand elle est autosomique dominante. L'autre type de transmission, c'est la transmission autosomique récessive. C'est plus rare dans les maladies rythmiques, mais il y a un syndrome du QT long qui est de transmission autosomique récessive. Donc c'est beaucoup plus rare. Pourquoi? Parce que chacun des deux parents, doit être porteur d'une copie d'un gène muté. Et c'est quand les 2 copies anormales sont présentes chez l'individu que la maladie s'exprime. Donc, vous voyez les mêmes exemples. Les 2 parents sont porteurs, donc on les a mis en moitié bleu, moitié blanc, d'accord. Et ils transmettent l'une ou l'autre des copies de chaque gène. Et donc, on a dans un quart des cas un enfant qui est sain, dans la moitié des cas un enfant qui est porteur, qui sera comme les parents, mais qui n'exprime pas la maladie puisqu'il a juste une copie du gène et ça ne suffit pas à entraîner la maladie. Et puis l'enfant malade qui a les 2 copies mutées du gène. Voilà, donc ça touche autant les garçons que les filles, puisque ça aussi, les gènes sont sur des autosomes, mais pas des chromosomes sexuels. Et c'est augmenté ce risque quand on est consanguin, donc c'est-à-dire quand on s'est marié avec son cousin, par exemple, ou quelqu'un de sa famille, parce que on est tous porteurs de ces variants à l'état hétérozygote un peu dans notre génome, que ce soit des maladies rythmiques ou autres. Et c'est vrai que si on se marie avec quelqu'un de sa famille, si on fait des enfants avec quelqu'un de sa famille, ça augmente ce risque de maladie autosomique récessive, qui encore une fois sont beaucoup plus rares. Voilà, donc quand est-ce qu'on fait des diagnostics génétiques? Mais principalement chez des patients atteints de la maladie, d'accord? Et une fois qu'on a, donc c'est pour à la fois trouver le diagnostic, mais aussi adapter la prise en charge, on en a un peu parlé, faire de la prévention et faire du pronostic, bien sûr, essayer de dire, on est porteur de telle mutation dans tel gène, est-ce que c'est plus sévère ou moins sévère? Donc on n'y arrive pas toujours, mais parfois si. Parfois on peut faire un diagnostic donc chez les porteurs hétérozygotes, des maladies autosomiques récessives notamment. Et puis, on peut faire du diagnostic prénatal. Alors, c'est pas le cas dans les maladies rythmiques héréditaires, en tout cas très peu. Du diagnostic préimplantatoire, en fait, c'est sélectionner, donc c'est les fécondations in vitro, on peut sélectionner l'embryon porteur d'une anomalie génétique et ne pas réimplanter cet embryon chez la maman. Et le diagnostic présymptomatique, ça, on le fait beaucoup dans les maladies cardiaques et notamment rythmiques. Donc on va en parler juste après. Donc les moyens de faire ce diagnostic, vous le savez, c'est des prises de sang. Parfois on prend des prélèvements salivaires, donc avec des écouvillons, et on peut aussi prendre du liquide amniotique chez la maman ou des villosités choriales si on fait un diagnostic prénatal. On peut aller jusqu'à la biopsie de peau, mais principalement ce sont des prélèvements sanguins. Le diagnostic présymptomatique, un mot, c'est pour dire qu'effectivement,
C'est quand le patient ne présente ni symptômes cliniques ni anomalies aux examens complémentaires, donc il n'a pas de maladie. Et donc là, on s'encadre un peu d'un protocole qui est déclaré à l'agence de biomédecine, avec donc une équipe pluridisciplinaire, cardiologue, généticien, psychologue, et notamment chez les enfants. La loi, quelque part, nous interdit de faire des tests génétiques chez les enfants si il n'y a pas de mesures préventives ou thérapeutiques immédiates. Donc c'est pour ça qu'effectivement, en fonction des maladies génétiques, on a des recommandations avec un âge de dépistage finalement de ces enfants en fonction des maladies. Pour ce qui est du présymptomatique, d'accord, hein, un enfant qui est pas malade et qui a un risque, on va lui révéler un risque plus tard d'être atteint d'une maladie génétique. Donc ce protocole, on le décrit ici, très important. On ne peut pas faire de diagnostic présymptomatique s'il n'y a pas de variant, de mutation identifiée dans la famille. Donc le prérequis, c'est évidemment d'avoir identifié l'anomalie génétique dans cette famille. Puis on a une première consultation, effectivement, un cardiologue, généticien et psychologue. On a une période de réflexion. Est-ce que je veux connaître, alors oui, soit on fait une période de réflexion et on fait le prélèvement après, ou on fait le prélèvement effectivement au moment de la première consultation. Et sinon, principalement, on fait le prélèvement au niveau de la deuxième consultation. Donc, on peut laisser ce temps de réflexion. Et donc, on fait ces prélèvements. On en fait toujours deux. On fait deux déterminations, puisque là encore, on n'a pas la maladie pour nous consolider, on va dire, dans le diagnostic. Donc, on fait deux déterminations. Puis ensuite, on rend le résultat. À tout moment, le patient, il peut interrompre sa procédure, dit non, finalement, je veux pas savoir, je veux pas connaître mon statut, je préfère être suivi au niveau cardiologique, c'est possible, et ne pas faire ce test génétique qui va me révéler effectivement un risque pour plus tard. Bien sûr, dans tous les cas, on a un suivi cardiologique si on est porteur de la mutation et donc si on a un risque plus tard, et psychologique dans tous les cas aussi, hein, on offre ce suivi-là. Parfois dans les fratries, voilà, certains sont atteints, certains ne le sont pas, et on peut avoir d'autres sentiments qui se mêlent à ce dépistage. Donc c'est important de suivre ces patients. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc pour vous dire que voilà, la cardiogénétique à Bordeaux, on a développé effectivement cette approche multidisciplinaire depuis on va dire 15 ans à peu près, donc avec Frédéric Sacher pour les maladies rythmiques héréditaires, mais il y a aussi les cardiopathies congénitales avec Jean-Benoît Tambo, les cardiomyopathies avec Patricia Réan. Voilà, et moi je dirige le service de génétique qui est à Pellegrin, mais voilà, on a bien cette approche multidisciplinaire. Voilà, je vous remercie.